Voilà, excusez-nous, c'est les difficultés du direct. Voilà, c'est les difficultés du confinement. Et enfin, la grosse blague, ça fait 10 minutes que vous patientez. Merci en tout cas à tous les étudiants qui sont là et à tout le public. Beaucoup nous ont fait coucou en attendant. Et bon, ben voilà, c'était très gentil. Et donc, bonjour, j'essaye de reprendre mon souffle parce que c'était un moment quand même très pour Isabelle aussi, j'imagine. Bienvenue. Donc, bienvenue à la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris et merci à tous ceux qui ont patienté et qui nous permettent cette rencontre. Donc, aujourd'hui, nous recevons Isabelle Alfonsi pour son essai intitulé Pour une esthétique de l'émancipation, construire les lignées d'un art queer. Un essai qui est paru en 2019 aux éditions B42. Donc, Isabelle Alfonsi, je vais vous la présenter. Elle est, pour ceux qui ne la connaissent pas. Ah, Isabelle, je ne te vois plus déjà. Isabelle est diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris et de l'Université Collège de Londres. Isabelle, où es-tu? Ah, Isabelle, je t'avais perdu à nouveau. À C'est tout nouveau, à je vous fait. remercie d'être là pour la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris. Merci à tous ceux qui patientent depuis un moment. Aujourd'hui, nous recevons Isabelle Alfonsi pour son essai intitulé Pour une esthétique de l'émancipation, construire les lignées d'un art queer, paru en 2019, fin 2019, aux éditions B42. Isabelle Alfonsi, elle est diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris et de l'Université Collège de Londres. En 2009, elle a créé Marcel Alix, une galerie d'art contemporain qui est située à Belleville, à Paris, qu'elle co-dirige avec Cécilia Bekanovic. Elle élabore depuis 2014 des conférences sur les lignées d'un art queer contemporain, dont certaines ont été performées en drague. Bon, son essai, Pour une esthétique de l'émancipation, cherche à construire une lignée d'un art queer. Si on a tous une idée de ce qu'est l'art, on peut cependant préciser que la théorie queer cherche à échapper aux identités normatives, qu'elles soient hétéro, gays, lesbiennes, et qui sont pour le queer des identités fixes et porteuses d'une normativité coercitive, qui tend à exclure à leur tour d'autres minorités, d'autres identités. C'est pourquoi le mot queer, qui signifie bizarre, tordu, a commencé à être adopté dans des pratiques d'autodésignation pour déjouer les problématiques de l'identité et de la normativité et mettre en avant une forme de désidentification. Cette désidentification, je vais arriver à la prononcer parce qu'avec le stress, on finit Il t'en par tout manque un. perdre. toute notion, je vous rassure, sur laquelle notre invité va revenir. Notre invitée Isabelle Alfonsi, quant à elle, déclare qu'elle cherche à montrer comment l'écriture de l'histoire de l'art, avec un grand H, a minoré l'importance des engagements politiques et affectifs des artistes et rendu inopérante la portée sociale de leurs œuvres. En conséquence, elle imagine des amitiés inédites entre des artistes du passé et elle fait émerger une lignée féministe et queer pour l'art contemporain. Voilà le préambule. Alors, Bravo, t'as réussi à le faire sans qu'on soit coupé. là, pour l'instant, j'ai essayé d'être rapide. Bonjour à vous tous. Oui, t'étais là, genre, bon, allez, je vais me couper, alors j'y vais vite. Alors, Isabelle, dès ton avant-propos, tu affirmes ta recherche sous le signe du je et aussi tu t'affirmes comme une multitude. À l'inverse de la position universitaire habituelle qui habituellement privilégie le nous académique. Pourquoi ce positionnement subjectif et qu'est-ce que cela a induit à ta recherche ou pour ta recherche? Merci Alain de me donner la parole. J'espère que je vais réussir à rester connectée. Euh, Écoute, merci pour cette bonne introduction au livre. La raison pour laquelle j'ai pas choisi le nous universitaire, c'est que ce livre n'est pas du tout issu d'un travail de thèse, donc j'avais aucune obligation de. Oh non. Je crois que c'est assez clair dès l'introduction du livre. En fait, je parle vraiment de mon point de vue de galeriste et de membre de cette grande communauté qui est la communauté artistique française au moins, peut-être internationale, je ne sais pas. En tout cas, ce nous, si on le prenait d'un point de vue universitaire, il me posait problème parce que je pense qu'il participe d'une façon de penser le monde qui, comment dire, qui met de côté nos subjectivités particulières.
Et en fait, c'est évidemment une façon ce à quoi je fais référence en disant ça, c'est la pensée féministe et notamment la pensée d'une femme très importante, historienne de la biologie et penseuse féministe qui s'appelle Donna Haraway et qui elle-même a parlé de savoir situer. Et ces savoirs situés, c'est justement ce qui permet de nous situer, nous, en tant que personnes incarnées. C'est-à-dire que la pensée que nous déployons dans un livre, dans une discussion, dans des arguments sur quelque sujet que ce soit, euh, c'est une pensée qui s'incarne, donc qui est dans un corps, qui est le résultat d'une histoire, d'une forme d'une généalogie, de différentes choses. Donc, utiliser le nous universitaire, pour moi, ça aurait été absolument inverse au projet du livre, puisque c'était vraiment un projet au contraire, d'assumer une position dont la situation est d'emblée expliquée dans l'introduction. Donc, je voulais pas du tout partir d'un point de vue universel. Comme Donna Haraway le dit, il n'y a pas de position de survol. Ça n'existe pas. Personne ne survole la vie, les idées. Personne ne regarde les choses depuis les étoiles. Tout le monde est, a priori, on est tous et toutes là, dans nos corps, dans nos vies, en ce moment chez nous. Donc tout ça est absolument situé, comme le dit Donna Haraway. Donc j'utilise un nous dans le livre et je définis ce qu'est ce nous. Pour moi, ce nous, c'est plutôt l'idée d'une communauté qu'on serait en train de construire en réfléchissant ensemble. Et finalement, ce livre, c'est une forme de base pour une réflexion collective sur l'histoire de l'art, comme tu disais avec un grand H en introduction, c'est-à-dire l'histoire de l'art qu'on nous a apprise, que j'estime être une histoire de l'art universaliste, c'est-à-dire qui met de côté les subjectivités que nous avons tous et toutes. Parce que si l'histoire de l'art universaliste est le produit de subjectivités qui sont en fait des subjectivités masculines et blanches, et souvent hétérosexuelles ou présentées comme telles, elles excluent, du coup, elles s'accaparent une forme d'universalité et elles excluent d'autres subjectivités. Et si tu veux, cette réflexion vient du fait que moi, en tant que femme, je me suis souvent sentie exclue de la façon dont on me parlait d'histoire de l'art. Parce que on me parlait souvent, la plupart du temps, que d'un groupe d'artistes qui étaient en général des hommes. Donc, quand tu as une subjectivité qui est liée à une existence féminine, une existence de femme, comment toi, tu relis cette subjectivité, cette incarnation dans le cours des choses et notamment dans ce que tu apprends à l'école et là plus particulièrement dans l'histoire de l'art. Très bien. Mais qu'est-ce que ça induit? Est-ce que ça donne des pistes particulières de fonctionner comme cela? Ou une fois qu'on a décidé de se positionner en tant que multitude et d'avoir le corps impliqué, est-ce que ça induit un travail critique très différent ou ça induit d'autres Si, lieux? moi je crois justement, ça induit ça. Disons que ça te place d'un point de vue marginal par rapport à une façon d'écrire l'art qui se ressent, elle, comme universelle. Donc, quand on te dit, OK, alors ça, c'est l'histoire de l'art et c'est universel et que toi, tu te sens pas incluse. Du coup, qu'est-ce que tu es par rapport à cette histoire de l'art? T'es forcément ailleurs, t'es forcément dans une marge, donc tu cherches autre chose et donc tu as forcément un point de vue critique sur cette histoire de l'art. Donc, ça veut dire que tu te positionnes déjà en tant qu'auteur, autrice, cette marge autour de toi avec qui tu peux faire alliance finalement pour essayer de raconter autre chose que ce que cette histoire de l'art universel essaie de raconter. Donc, moi, dans mon parcours, en fait, j'ai été assez vite, en tout cas dans mon parcours d'histoire de l'art, j'ai été assez vite en contact avec des professeurs d'histoire de l'art qui étaient des professeurs femmes et qui connaissaient très bien l'histoire de l'art féministe et qui donc, en fait, on a regardé l'histoire de l'art à travers ces marges de l'histoire de l'art féministe. Mais ce sont des marges qui, en fait, sont plus que des marges. Ce sont des marges qui proposent une vision alternative d'un récit et qui montrent, Griselda Pollock l'a souvent écrit, qu'il n'y a pas un récit, mais il y a une multitude de récits. Et donc, nous avons le droit de faire partie de ce récit universel à nos titres différents de subjectivité. Et tout ça fait l'histoire de l'art composée de toutes ces histoires de l'art. Mais je crois qu'aujourd'hui, en 2020, on peut difficilement imaginer
que l'histoire de l'art, en effet, est une et universelle. L'histoire de l'art universelle est forcément composée de toutes ces différentes approches, ces différentes subjectivités. Donc, en mettant à jour ces marges, tu t'es penché, toi, sur une esthétique qui était une esthétique de l'émancipation. Tu as mené ta recherche du coup du côté de l'art queer. Et qu'est-ce qu'à ton sens les théories des affects queer apportent à l'histoire de l'art? Comment en as-tu fait une méthode critique? Alors, moi, je me suis moins basée sur la théorie que sur, je dirais, les affects eux-mêmes, parce que je suis un peu partie de là, en fait. Quand on est galeriste, la question des affects se pose forcément. Mhm. Euh, Toi, tu es proche aussi d'artistes, tu le sais très bien, quand on travaille au contact des artistes vivants, évidemment, on est tout le temps dans les affects, dans l'affect. Donc, je me posais la question de ce que ça voulait dire que d'être à cet endroit-là, plongé dans les affects, et ce que ça faisait à une pensée sur l'art, en fait. Qu'est-ce que ça fait de vivre comme ça au contact des artistes, de travailler avec eux, de discuter avec eux et elles, de d'échanger, de comparer nos visions du monde. Est-ce que ces affects-là qu'on partageait, ces visions des fois très enthousiastes des choses, au contraire très critiques, pouvaient apporter à une vision théorique de l'art? Et en fait, en partant de là, en effet, je me suis rendu compte, c'est pas que je me suis rendu compte, c'est que je voyais pas d'autre façon d'écrire sur l'art que de passer par ces affects qui enrichissent en fait l'histoire de l'art. Euh, Et pourquoi les affects queer alors? alors pourquoi les affects queer? C'est une bonne question parce que tu le sais parce qu'on en a déjà discuté très longuement il y a fort longtemps maintenant, je crois que c'était il y a à peu près 15 ans. C'est vrai, les auditeurs étaient parfois passés. Bon, il y a quand même pas des gens si jeunes aux Beaux-Arts de Paris. Mais il y a 15 ans, j'avais essayé de produire un papier sur des questions d'histoire de l'art féministe pour une revue avec laquelle tu collaborais à l'époque. Et on avait beaucoup parlé de ça, tu te souviens? Et justement, c'était vraiment il y a 15 ans, on voyait, c'était juste avant la traduction en français du livre de Judith Butler. Donc on voyait apparaître pour le grand public, hein, parce que je pense que pour les chercheuses féministes, elles avaient déjà bien sûr lu tout ça et elles étaient déjà tout à fait au, Mais pour moi, au- c'était totalement inconnu. pour toi, c'était totalement connu. Pour moi, je commençais en effet à comprendre qu'il y avait quelque chose là-dedans à lire, mais aussi parce que, comme on le disait, très peu de choses étaient traduites en français, donc on n'avait Mhm. pas beaucoup accès. C'est ça. Euh, et donc, grâce à toi, d'ailleurs, qui m'avait prêté la revue Multitude à l'époque, un exemplaire de la revue Multitude qui avait été consacré il me semble, au cyberféminisme et au féminisme queer, je m'étais un peu plus plongée là-dedans et je m'étais rendu compte qu'en effet, l'histoire de l'art féministe telle que moi je l'avais lu, étudiée jusqu'à présent, finalement, n'avait pas encore fait son tournant. Queer, on va dire, en tout cas, ou post-féministe si on veut, mais moi, donc en tout cas, les origines politiques du queer sont absolument implantées dans le féminisme. Donc, donc, si tu veux, c'est comme une espèce de logique pour moi. C'est-à-dire que à partir du moment où je suis impliquée, même dans ma vie, dans mon engagement politique, dans le féminisme, je peux pas ignorer ce qui se passe dans les questions trans, ce qui se passe du côté des travailleuses du sexe. Donc, toutes les questions queer sont des questions qui sont extrêmement contemporaines et qui nous permettent aujourd'hui de penser le présent plus que jamais, enfin avec une actualité qui donc c'était bizarre ou c'est bizarre de lire encore aujourd'hui certains textes féministes sur l'art qui justement ne déconstruisent pas cette question justement de l'être femme, tu vois, ou de justement d'une forme d'essentialisme par rapport à la question de ce que c'est que d'être femme artiste aujourd'hui. Je crois qu'on peut absolument pas faire l'économie de ça. Et puis à titre personnel, en fait, moi j'ai aussi rencontré des gens qui m'ont fait prendre conscience aussi de ce que c'était euh, que, que, que d'être dans cette marge-là aussi et que d'être dans un combat contre des formes d'identité euh, dans lesquelles les injonctions sont mal vécues. Et donc,
je voyais ça aussi, enfin finalement le fait d'être artiste était aussi forcément au même endroit. On en parlait l'autre jour quand j'avais regardé l'entretien que tu as fait avec Jean-Luc Bernard et je disais qu'il portait magnifiquement bien cette question finalement de l'artiste freak et que comment finalement être freak aujourd'hui dans notre société. Évidemment, être artiste, c'est aussi une façon de vivre la marge et de la vivre finalement avec une forme d'inclusion, d'inclusivité un peu plus aisée, on va dire, même si c'est vraiment pas des positions aisées, dans une société qui rejette évidemment la différence et voilà la marge. Et, Je sais plus quelle était ta question au et, début, mais et pardon. là, oui, je voulais savoir euh, qu'est-ce que, à ton sens, la théorie des affects queer a apporté à l'histoire de l'art. Voilà, mais Oui. ça, on va revenir peut-être quand on va, parce que tout à l'heure j'ai oublié de montrer ton livre, hein, quand même, je le montre, puisque dans la panique, euh, j'ai oublié la chose. Mais ce que je voulais te dire, c'est qu'il y a une chose aussi qui me tracasse. Il y a une désandification sexuelle que met en avant l'artiste. Or, toi, tu travailles sur une sorte d'hyper-identification quand tu es en tant que galeriste parce que tu dois mettre en avant des personnalités pour susciter l'envie d'acheter ces artistes, les œuvres de ces artistes. Comment travailles-tu avec le fait d'identifier les choses et les faits d'hyper-identification? Comment tu travailles cette contradiction? Bah, c'est une très bonne question, évidemment, mais moi, je crois qu'en fait, déjà, il n'y a pas un marché de l'art, il y a différents marchés de l'art, et je crois aussi qu'il y a une responsabilité des galeristes à ne pas encourager cette hyper-identification, et tu peux tout à fait parler des œuvres, du parcours des artistes et même de leur personnalité ou de ce qu'ils et elles font sans tomber dans le marketing de l'ego dans lequel on est aujourd'hui dans notre société postmoderne et qui est évidemment lié aussi à ce que j'appelle dans le livre l'esthétique de la domination. C'est-à-dire qu'en effet, enfin, c'est ça qui est, je pense, troublant pour nous aujourd'hui, c'est que la lignée des génies telle qu'elle est constituée dans l'histoire de l'art universel se marie absolument parfaitement avec notre marketing actuel des individualités et les Instagram des stars permet de le vérifier puisqu'il y a cette espèce d'idée de l'extrême starification et que finalement le marché, évidemment, le capitalisme se nourrit de ça et de l'individu produit. Mais je crois que c'est pas parce que tu représentes des artistes individuels que gommer l'individu non plus, c'est pas ce que je pense. L'individu existe, on est, comme je disais au début, on est incarné, on est des individus, on va pas le nier, ça n'aurait aucun sens. En revanche, je pense que dans nos galeries, on peut faire de la place aussi à des artistes qui ne travaillent pas tout seuls, comme des duos d'artistes, par exemple, nous on en représente plusieurs chez Marcel Alix, mais aussi on peut simplement, quand on parle des œuvres, et c'est ce que j'essaie de montrer dans le livre, on peut parler non seulement on n'est pas obligé de tomber dans le mythe de l'atelier, en fait. On n'est pas obligé de tomber dans le mythe de l'artiste isolé, dans le génie individuel qui tout d'un coup a eu une espèce de révélation de son travail parce que le pinceau à la main, tout d'un coup, il a été traversé par j'ai dit il d'ailleurs à dessein parce que le génie en général dans l'histoire de l'art est plutôt masculin, hein, désolé. Moi, je crois au contraire que on doit pas parler des artistes en capitalisant je suis désolée, je fais référence à la newsletter des Beaux-Arts de Paris, donc avec E, donc le genre de Loisy, avec un E majuscule. Moi, je crois pas qu'il faille capitaliser comme ça, mettre une capitale au nom d'artiste avec un grand A. En fait, je crois qu'au contraire, on vit avec eux. Moi, si tu veux, quand je parle des artistes avec qui je travaille, je suis pas en train de dire que ce sont des êtres exceptionnels, extraordinaires. Ce sont des gens qui vivent avec nous dans cette société et qui expriment quelque chose de cette société. Et je crois que c'est ça qu'il faut faire passer dans la critique d'art et dans l'histoire de l'art, et pas au contraire de montrer que tout ça est une espèce de révélation, comme de révélation divine quasiment, le talent, ça ne s'explique pas, tu vois, tout ça c'est quelque chose qui est complètement inverse à ce que je défends moi. Et je pense que la façon dont on peut parler en tant que galerie
des œuvres hein, permet de dégonfler un peu cette histoire de la lignée des égaux des grands artistes, quoi. Bien au contraire. Très bien. Maintenant, on va parler plus précisément de cet ouvrage. Donc, pour une esthétique de l'émancipation, il est conçu en quatre chapitres, hein. Il y a une préface de Geneviève Fraisse, et puis il y a ensuite un avant-propos, mais et quatre moments phares de cette lignée hein, qui débute au début du XXe siècle. Donc, tu as pris pour seuil l'œuvre de Claude Cahun, hein, qui est né, alors je vais rappeler Claude Cahun, qui est né Lucie Schwab, qui est né à Nantes en 1895, excusez-moi, 1894, et qui va adopter autour de 1917 le pseudo de Claude Cahun, qui était le dernier avatar d'une suite d'identités. Donc, c'est une œuvre qui a été conçue, on l'a dit, dans la première moitié du XXe siècle, qui a fait l'objet d'une exposition au musée du Jeu de Paume. Pour ceux qui ont eu la chance de le voir, c'était en 2011. Une œuvre à la fois photographique et littéraire, mais dont l'histoire n'a retenu que le versant photographique. Comment, à partir de cet exemple, donc je vais te laisser la parole, comment, à partir de cet exemple, déconstruis-tu l'idée du génie artistique? Et peux-tu nous dire aussi qui était cet artiste? Et enfin, peux-tu nous expliquer, parce qu'il y a une petite polémique dans ton ouvrage, tu dis que l'exposition de 2011 a manqué certains aspects de la personnalité de Claude Cahun. Je voudrais que tu puisses nous expliquer tout ça. Oui, en fait, c'est intéressant de parler de Claude Cahun parce que Claude Cahun, pour moi, et pour plusieurs historiennes de l'art féministe, Claude Cahun, c'est une construction, en fait. C'est-à-dire que Claude Cahun, bon, déjà, c'est une construction pour elle-même, parce que comme tu le dis, c'est un pseudo. Mais comme l'ont dit dans plusieurs textes Elisabeth Lebovici et Catherine Gonard, Claude Cahun ne travaillait absolument pas seul. Claude Cahun travaillait avec sa compagne, Marcel Moore, donc qui était aussi un pseudo, c'était Suzanne Malherbe, et elles travaillaient ensemble. Donc tu disais que Claude Cahun était autrice, par ailleurs, elle écrivait. J'ai montré dans le livre qu'elles étaient aussi à l'origine toutes les deux d'une revue pour défendre les droits des homosexuels qui s'appelait Inversion. J'ai le livre, alors je vais vous le montrer. Voilà, ça c'est la réédition d'Inversion, des 4 numéros d'Inversion et de l'Amitié qui est paru il y a une dizaine d'années, je crois. Dans je crois vraiment que Claude Cahun est une artiste inventée par un certain nombre de gens qui en effet ont eu accès à ces photographies. Donc les photographies réalisées par Claude Cahun et Marcel Moore dans leur atelier, mais jamais montrées à l'époque. Donc on peut quand même se poser la question de si ces deux femmes qui ont réalisé ces photos ensemble ne les ont jamais exposées alors qu'elles avaient accès. Donc Marcel Moore était plutôt illustratrice, c'est elle qui a fait la petite illustration d'inversion. Elle faisait des collages à partir des photos qu'elle réalisait avec Claude Cahun. Et ces collages étaient là souvent pour illustrer les écrits de Claude Cahun. Mais elles n'ont jamais montré toutes les deux ces images. Donc, quel est le statut de ces images qu'on connaît bien, que tu as montré sur le livre du Jeu de Paume? Quel est le statut de ces images si elles-mêmes n'avaient pas décidé que c'était des œuvres, en fait? Donc, ça veut dire que dans les années 90, dans les années 80, quand on retrouve ces images, que François Leperlier écrit ce gros livre autour de Claude Cahun, il écrit le mythe de Claude Cahun. Il écrit le mythe de Claude Cahun en montrant Suzanne Malherbe, Marcel Moore comme une espèce d'assistante de Claude Cahun et non pas comme son amante, sa maîtresse, son double, sa sœur, parce qu'elle était aussi demi-sœur par ailleurs. Les deux parents, le père de Claude Cahun ayant épousé en sans compte de noces la mère de Marcel Moore. Donc, si tu veux, je pose la question dans le livre simplement de qu'est-ce qui nous manque quand on nous parle de Claude Cahun pour que nous puissions mieux comprendre cette situation en fait. Pourquoi on continue à replacer Claude Cahun dans une situation qui est beaucoup plus compréhensible et on va dire qui rentre dans une lignée d'artistes classiques
donc qui serait Cloquin, photographe des années 20 et 30, et voilà les photos qu'elle a faites. Il y a quelque chose de plus complexe et de plus proche de la réalité, qui est photo réalisée par Cloquin et Marcel Moore en vue de réaliser des collages. C'est déjà autre chose, c'est-à-dire que l'artiste n'est plus seul, ce sont deux artistes, c'est un duo et c'est un couple de femmes lesbiennes. Donc tu fais rentrer dans l'histoire de l'art d'autres représentations de l'artiste au travail, qui est un couple, donc qui est en train de créer des images intimes. On dit aussi, et Elisabeth et Catherine en parlent aussi dans un texte, Elisabeth qu'on aurait Bovici, tu veux dire? Elisabeth Lebovici, parce que Oui. j'ai déjà cité, alors du coup, j'ai pas redit le nom, mais Elisabeth Lebovici et Catherine Gonard ont cité, enfin, on dit qu'on aurait retrouvé pas mal de photographies pornographiques, enfin intimes, et qu'elles auraient été détruites en fait. Donc ça veut dire, il y a ce que je veux dire, c'est que quand on fait comme ça, on fait réapparaître des artistes dans l'histoire de l'art, on construit aussi leur légende, on construit leur personnalité. Et des fois, on construit leur personnalité un peu en dehors de la réalité de ce qui a été leur vie, parce que, encore une fois, c'est plus simple de construire un artiste que de construire deux artistes, ou que de parler d'un duo, pour la même raison que ce qu'on évoquait tout à l'heure, parce que l'histoire de l'art, le marché de l'art, c'est plus L'idée de facile de... génie, l'idée de génie individualisée, qui échappe à son contexte, voilà, Voilà, exactement, et qui exactement. permet Et du coup donc, on replace vraiment Marcel Moore et oui, je réponds à la question. C'est bien Marcel Moore, l'illustratrice, oui. Donc, si on replace Marcel Moore et Claude Quin dans leur contexte, en effet, on ne peut plus les présenter comme comme un génie solitaire. Ça marche plus, tu vois. Donc, ça détruit aussi cette idée, cette façon de raconter l'histoire, et cette façon simplificatrice. Après, moi, je comprends qu'on doive simplifier parce que des fois, pour transmettre, c'est plus pratique de parler de lignées d'artistes, de mouvements artistiques, etc. Mais je crois que si on veut être sérieux, et donc c'est pour ça que, si tu veux, l'expo du jeu de paume m'a un petit peu ennuyé, c'est que je pense qu'elle a ennuyé beaucoup de gens qui sont plus spécialistes que moi de Claude Quin et Marcel Moore, c'est que c'est sérieux poser des critique aujourd'hui sur la construction des mythes des artistes, tu vois. C'est le rôle de ces musées que de poser ces questions-là et que d'en parler avec le plus de proximité possible avec l'histoire de l'art qui est en train d'être écrite sur ces artistes. Et voilà. Donc je trouvais que l'exposition du jeu de paume était un peu vieux jeu en fait par rapport à une réception récente du travail de Marcel Moore et Claude Quin, qui a été beaucoup plus loquace sur leur relation avec d'autres femmes aussi dans le Paris des années 20, qui est un Paris où les couples de lesbiennes sont beaucoup plus visibles et où donc le fait de ne pas parler de ça n'a pas de sens parce que ça nourrit le travail. Donc ça vient aussi, je dis ça aussi parce que c'est important pour le reste de notre conversation, c'est que la question de la biographie des artistes, ou de ce que nous pouvons dire sur la biographie des artistes, c'est pas juste pour raconter des anecdotes. Des anecdotes. C'est aussi pour simplement nourrir notre œil quand nous regardons le travail artistique. Si nous savons que Marcel Moore et Claude Quin ont habité ensemble, qu'elles étaient un couple et que elles ont tout fait ensemble sur ces images, bah c'est pas tout à fait la même chose que de dire il y a un artiste isolé ou une artiste isolée qui s'appelle Claude Quin. tout à fait. Tu, après Claude Quin, le deuxième élément de ta lignée, donc de l'esthétique de l'émancipation, je le rappelle parce que il y avait une demande sur écran, et tu parles de l'abstraction excentrique. Alors ça, c'était un mouvement dont je connaissais les protagonistes, mais je ne savais pas que le mouvement se nommait comme ça. Alors qu'est-ce que c'est que l'abstraction excentrique? Alors justement, ce n'est pas un mouvement, c'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas un mouvement et c'est quelque chose qui nous permet justement de penser quelque chose qui m'a intéressé moi en écrivant le livre, parce que c'est pas du tout une idée que j'avais avant d'écrire le livre, mais finalement souvent quand on écrit aussi, évidemment la pensée se développe. Euh, je me suis dit en fait que il y avait quand même deux façons d'écrire l'histoire de l'art. Il y a une façon qui consiste à dire, voilà, je crée un concept et j'essaie de m'adjoindre ce concept pour être reconnu
ou distinguer dans l'histoire de l'art comme étant le créateur ou la créatrice de ce concept. Donc là, je parle des théoriciens, je parle pas des théoriciennes, je parle pas des artistes. Ou bien, je fais avec les gens qui sont autour de moi, à partir de mes affects, et à partir de ces œuvres produites dans ce réseau d'affects, j'essaie de dire quelque chose de l'art. Donc, c'est deux choses deux façons de penser les choses qui, à mon avis, sont très différentes. Donc, la première, je dirais que c'est en effet ce qui se passe avec un certain nombre de théoriciens qui pensent l'art dans les années 60 et qui finalement créent des mouvements tout autant qu'ils les observent. Souvent, tu vois, ils sont à l'origine. Donc, C'est je presque pense évidemment. performatif. Hein? C'est presque Qu'est-ce que tu dis? performatif, c'est ça. Voilà, c'est aussi presque performatif, hein. Donc, on peut penser à Clement Greenberg aux États-Unis, on peut penser à Germano Celland, justement, on peut penser à Pierre Restani, voilà, tous ces grands noms, Harald Zeman, tous ces grands noms masculins de la théorie de l'art, qui, je pense, ont une volonté quand même, voilà, créative à cet endroit-là. Et de l'autre côté, donc quelqu'un comme Lucy Lippard, qui est celle qui donc a inventé ce concept d'abstraction excentrique, elle n'a pas du tout la volonté de faire mouvement. Elle dit pas, ah voilà, alors ça, tous ces artistes font partie de l'abstraction excentrique et maintenant, voilà, ça va être un mouvement, c'est génial et je suis l'inventeuse de ce concept. Je vais faire 5 bouquins, 12 expositions, on va tourner dans le monde, etc. Lucy Lippard, elle écrit un texte de quelques pages en avril 66 et ensuite elle fait une exposition en novembre de la même année avec des artistes qu'elle a nommés dans le texte. Donc c'est pas du tout un mouvement, c'est l'inverse d'un mouvement, c'est essayer de dire quelque chose à un moment donné sur ces artistes qui sont là et en fait. Elle dit ben voilà, on parle beaucoup du minimalisme, on parle beaucoup d'un art froid. Moi, je pense qu'il y a une sculpture qui n'est pas une sculpture froide, qui est au contraire une sculpture poilue. J'ai envie de dire, c'est un peu comme ça qu'elle le décrit. Parce que quand tu lis le texte de l'abstraction excentrique, tu as l'impression, elle parle beaucoup du toucher, de la façon dont on a envie de toucher. J'aime beaucoup le concept d'abstraction poilue. J'ai des difficultés de connexion, je t'entends plus Isabelle, mais je te vois. C'est déjà Ah bon, ça. d'accord. Bon, moi je te vois, je t'entends. Hein, ça va. Voilà. Donc, Oui, qu'est-ce que je disais dans l'abstraction excentrique? bon, c'est Voilà. bien. Est-ce que c'est bon? On a parlé d'abstraction poilue. D'abstraction poilue, ouais. L'abstraction sensuelle, en fait, c'est ça que J'ai je pas voulais eu dire. la fin. Voilà. Et tu parlais donc de Linda Benglis, mais là, j'ai du mal avec la connexion. Voilà. Ah, parce que là, je suis un peu avec Steve Reich. Isabelle version Steve Reich avec des bruits très étranges. Une mélodie qui nous échappe. Isabelle, on- oui, oui, on t'entend à nouveau. Voilà, on Ah, t'entend à super. nouveau. Ok, Tu as génial. des problèmes, Euh, t'as des problèmes sur ta connexion. Voilà. ouais, bah, je sais pas. Écoute, je suis, je sais pas. Je suis en 4G, puis maintenant je suis en Wi-Fi, donc je vais essayer de rester en Wi-Fi maintenant. Bon. Qu'est-ce que je Oui, disais? on était Donc, sur l'abstraction excentrique et la façon dont Lucie Lippard avait justement essayé d'échapper à cette idée de mouvement, parce qu'on ouais, sait bien que nous, en tant que critiques, si on veut faire une personnalité, on va inventer, on va rassembler un certain nombre d'énergies, on va lui donner une appellation, un concept, en espérant que cette appellation circule et nous donne en retour la renommée que les artistes ont. C'est des questions qu'on ouais, s'est tous posées. Certains l'ont pris allègrement. Voilà, on sait ce qui s'est passé avec l'esthétique relationnelle, etc. Enfin, bon. Et puis d'autres qui essaient d'échapper à ces formes. Et effectivement, c'est ce que tu rappelais, c'est-à-dire que Lucie Lippard avait, elle,
fait une exposition avec un ensemble d'artistes, mais n'avait pas revendiqué la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, et une appellation, et avec des exclusions, ou comme a pu le faire encore Germano Celan, etc. Exactement. Et Voilà, donc, c'est c'est bien d'autant ça. plus intéressant aujourd'hui de reparler de Lucie Lippard. Bon, elle est toujours vivante, Lucie Lippard. Elle a écrit des textes quasiment jusqu'à aujourd'hui. C'est un esprit brillant. Et justement, je trouve que c'est vraiment un contre-exemple très intéressant de, tu vois, tous ces théoriciens qui, par ailleurs, ont écrit des choses formidables. Hein. C'est pas pour dire, c'est des bad guys et puis Lucie Bien Lippard, sûr, elle est géniale. bien sûr. C'est simplement pour dire, bon, Lucie Lippard n'est pas devenue Germano Cellin. Lucie Lippard n'est pas Harald Zeman. Elle ne voulait pas l'être, mais pour nous, justement, de notre point de vue, on va dire marginal, de notre point de vue queer, de notre point de vue femme, c'est intéressant d'aller chercher ces personnes-là qui ne sont pas rentrées dans ces narrations, qui sont restées très proches des artistes et qui sont d'autres modèles en fait, d'autres modèles de réussite entre guillemets, tu vois, de réussite qui n'écrase pas les autres, qui n'est pas une réussite de domination. Lucie Lippard, elle habite, je crois, au Nouveau-Mexique, dans un coin paumé. Enfin, tout ça n'est pas du tout la même inscription dans le paysage artistique ou dans le paysage de l'histoire de l'art. Hum. Donc moi, ça, si tu veux, l'idée du livre, c'était aussi de reconnecter toutes ces personnes-là, toutes ces personnalités, parce qu'elles nous permettent, nous, de nous identifier mieux. En fait, moi, personnellement, même si je comprends tout à fait l'importance de la pensée de Zeman et ses expositions, etc., toujours eu beaucoup de mal à m'identifier à cette pensée-là, tu vois, où il n'y a aucune femme, enfin, très peu. Mhm. Donc, ça veut dire Chez quelle est Chélan, notre il y en a place? zéro. Voilà. Non, il y en a zéro. Et d'ailleurs, Lucie Lippard, Connie Butler raconte dans son ouvrage sur les expos conceptuelles de Lucie Lippard que quand Zeman est venu à New York pour voir des artistes pour la documenta, Lucie Lippard lui avait préparé une liste longue comme le bras d'artistes femmes à aller voir et il n'est allé en voir aucune. Mhm. Voilà. Donc ça, c'est quand même intéressant pour la petite anecdote. Toujours dans cette lignée, le troisième volet, alors là, est consacré à un artiste dont on redécouvre l'importance, hein, qui est Michel Journiac, qui a fait l'objet de nombreuses expositions, dont une au musée de Strasbourg. Alors, est-ce que tu peux d'abord rappeler qui était Michel Journiac et surtout quelle est l'originalité de son positionnement? Alors Michel Journac, donc c'est un artiste français. C'est un artiste. Alors l'originalité déjà de sa démarche, c'est qu'il a quand même fait le séminaire Michel Journiac. Qu'au départ, il voulait être prêtre. Et puis il s'est rendu compte qu'en fait, il ne pouvait pas être prêtre et homosexuel, que l'homosexualité était très officiellement interdite par l'Église. Et donc, il a écrit une lettre D'ailleurs, les Beaux-Arts de Paris ont édité les écrits de Michel Journiac. Donc ça, un livre qu'on devrait obliger les étudiants et les étudiantes à lire. C'est une lecture incroyable. Et dans les écrits de Michel Journac, donc publiés par les Beaux-Arts de Paris, un des premiers textes, je crois, c'est sa lettre de démission du séminaire où il explique, voilà, bah, étant homosexuel, il est toujours très intéressé par être prêtre, mais il comprend bien que c'est pas possible, donc malheureusement, il va abandonner la carrière de prêtre. Donc évidemment, du coup, ça crée quand même une œuvre vraiment particulière où la volonté de parler des rituels. Je crois qu'il est fasciné par les rituels de l'Église, Michel Journiac, et en fait, il voudrait créer finalement dans l'art des rituels ou repenser les rituels à partir de sa position d'artiste. Donc c'est un artiste qui a fait des performances vraiment extrêmement importantes pour l'histoire de l'art, qui les a faites d'ailleurs, parce on parle beaucoup des artistes états-uniens et états-uniennes dans l'histoire de la performance, mais Michel Journiac a fait des performances à Paris encore plus tôt que les artistes de la performance aux États-Unis. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est pionnier, je pense, à beaucoup d'endroits, qui n'a absolument jamais pensé à la vente d'œuvres, d'après ce que j'ai compris. Et donc, il a inventé ce qu'il appelle un art relationnel. Alors, il était aussi au gré justement de l'histoire de l'art qui s'est écrite avec lui. D'ailleurs,
membre d'une espèce de mouvement que François Pluchart appelait l'art corporel. Mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Enfin, évidemment, il y a un engagement du corps extrêmement important dans les performances de Journiac. Il y a des scarifications, il y a la présence du sang, il y a on connaît cette grande performance qui s'appelle la messe pour un corps, donc dans laquelle il organise une messe à la Galerie Templon et il fait des hosties à partir de son propre sang. Et donc il y a évidemment une présence corporelle très importante, mais surtout, ce qu'il explique dans ses écrits, ce qui est très clair, c'est que ce qui l'intéresse avant tout, c'est le rapport à l'autre. Donc, comment mettre au point un travail artistique dont le cœur est toujours le rapport à l'autre, mais à l'autre social, pas simplement d'un point de vue justement religieux, mais d'un point de vue du positionnement social des personnes. Donc, il a été assez proche dans les années 70 du Front homosexuel d'action révolutionnaire. Il était très intéressé par les militants pour les droits des homosexuels. Et c'est des choses qu'on retrouve dans son travail. Les actions, les différents objets, le squelette sur le rideau, le drapeau français, donc qui sont des choses extrêmement critiques d'une forme de nationalité, de nationalisme français à l'époque, et comment finalement l'identité homosexuelle qui est discutée à ce moment-là est une forme de marginalité qui permet de regarder de façon critique le positionnement de la France dans les années 70. Donc c'est vraiment un art extrêmement impliqué dans la société. Et dans les années 80, donc Une image. ouais, voilà, la messe pour un corps. Et dans les années 80, avec l'arrivée du sida, en fait, Journiac a beaucoup travaillé avec le sang. On dit que le sang, c'est la chose qu'on a en commun, c'est le plus petit dénominateur commun entre les êtres humains. Et donc, c'est pour ça qu'il travaille beaucoup avec le sang. Tout d'un coup, ça prend tout un autre sens, évidemment, puisque le sang c'est qui contamine. Et donc, il y a le scandale du sang contaminé. Le virus du sida, et donc tout son travail va prendre une tournure extrêmement militante. Il aura même l'idée de faire une exposition avec des artistes qui sont des artistes qui ont à ce moment-là travaillé dans les communautés séropositives, et finalement l'exposition n'aura pas lieu. Mais c'est un artiste qu'il faut relire aussi dans tout ce contexte social de l'après 68, parce que c'est aussi quelqu'un qui fait perdurer la pensée 68, qui disparaît en 95 et qui finalement disparaît au moment où cette pensée est complètement anéantie en France. Avec finalement la gauche, la fin de la gauche au pouvoir, mais qui a elle-même liquidé la pensée 68. Et puis, on en parlait tout à l'heure, après les années SIDA, l'esthétique relationnelle, et ce qui fait disparaître aussi le corps, en réalité, le corps un peu suintant, le corps avec des humeurs, de l'esthétique de l'art contemporain, en réalité. Le quatrième volet, il est consacré aux États-Unis, où s'est forgée la notion de queer. Et comment les choses se sont-elles mises en place historiquement dans ces années donc 80, et quels sont les acteurs principaux de ce positionnement queer? Alors, en fait, la fin du livre, le dernier chapitre du livre, essaie justement, parce que finalement, je suis dans une espèce de préhistoire queer jusque-là, puisque le terme queer ne vient à désigner ce dont on parle qu'à partir des années 90, en réalité. Et c'est évidemment le moment du sida qui vient raviver ce terme et qui fait en sorte que les personnes concernées se saisissent de ce terme pour s'auto-qualifier. Donc on est jusque-là dans une espèce de généalogie queer, on va dire. À partir de là, on est vraiment dans le début de l'histoire de l'art queer, on peut dire. On peut pas vraiment parler d'art queer avant ça. En fait, les mouvements queer naissent aux États-Unis, puis en France, en Europe occidentale, se propagent partout dans le monde. Aussi dans ces luttes contre le sida et dans ces luttes contre les politiques moralisatrices liées à l'épidémie du sida. C'est un moment en fait d'alliance objective des intérêts
des communautés homosexuelles, des communautés qui sont basées sur des sexualités entre guillemets déviantes ou qui n'étaient pas acceptées jusque-là et qui donc ensemble disent bon ben voilà, c'est un moment de menace extrême pour nos communautés parce que on voit bien qu'avec le sida on commence à accuser les unes les uns les autres d'être responsables de leur propre mort finalement. Et donc on pointe des responsabilités qui seraient liées à la propagation de la maladie, notamment parce que donc c'est une discussion qui a lieu très tôt aux États-Unis par exemple. On dit qu'il faut fermer les saunas parce que les saunas gays sont des endroits soi-disant où ce serait Les fameux immensément cluster, comme on dit aujourd'hui. pardon. Un cluster, comme on dit aujourd'hui. Cluster, comme on dit, exactement. Donc, finalement, on comprend bien que le sida est lié tout de suite à la question de la disparition de ces modes communautaires, de ces modes de vie communautaires qui existent partout. Et donc, moi, j'ai étudié plus particulièrement un groupe qui était à San Francisco, puisque San Francisco était depuis le 19e siècle un lieu de refuge pour les personnes qui voulaient vivre leur sexualité ou même un mode de vie qui n'était pas dans la norme, donc même les femmes seules, voilà, tous ces gens débarquaient à San Francisco parce qu'ils savaient qu'il y avait une forme de tolérance là-bas qui leur permettait. Donc évidemment, au moment du sida, ce sont des communautés qui sont extrêmement touchées, et donc il y a une réplique très forte à cet endroit-là, et notamment par des groupes militants, évidemment ACT UP, mais aussi certains militants d'ACT UP et militantes d'ACT UP montent un autre groupe qui s'appelle Akimbo et qui va créer des posters finalement où justement on parle de désidentification. Ils désidentifient la sexualité, les sexualités dites déviantes, des imaginaires qui leur sont liés. Donc ils vont montrer des images de sexualité explicites, mais simplement en disant ben voilà, oui c'est ça le sexe et c'est ok, c'est pas choquant. Ce qui est choquant, c'est d'avoir des discours extrêmement péremptoires sur les personnes que cela concerne et de donc c'est toute cette discussion-là qui vient des États-Unis parce que, et on me l'a rappelé d'ailleurs il y a peu de temps, aux États-Unis, évidemment, il y a une protection sociale qui est beaucoup moins forte qu'en France. Donc ce discours-là, même s'il est présent aussi en France, hein, parce que n'oublions pas qu'à l'époque, Jean-Marie Le Pen disait qu'il fallait faire des sidatoriums pour enfermer les malades du sida. Hein, donc c'est intéressant de s'en rappeler aujourd'hui aussi dans ces temps de confinement. Parce que c'est très prégnant comme discussion aux États-Unis, ce mouvement queer va être particulièrement fort là-bas en réplique en fait. Et donc à partir des années 90, les queers disent on sort dans la rue, on est qui on est, on va pas se cacher parce que sinon c'en est fini de nous si on commence à obéir à ces injonctions-là. Déjà que les lieux de rencontre voilà disparaissent. Et certaines autrices comme Sarah Schulman par exemple ont bien montré que cette disparition de ces communautés entre guillemets marginales à cause du sida, mais aussi à cause de ce backlash moralisateur sur les comportements, gentrifie de fait les espaces urbains. C'est-à-dire que San Francisco et New York, par exemple aux États-Unis, deviennent des villes avec une population beaucoup plus unitaire parce que tous ceux qui venaient amener autre chose dans la ville ont disparu. Et que parce qu'ils meurent, parce qu'ils partent de leurs appartements, les loyers sont augmentés, c'était des gens qui étaient là depuis longtemps souvent, et donc ça a permis une nouvelle population d'arriver. Donc Sarah Schulman, dans La gentrification des esprits, fait le lien entre ces questions queer et ces militantismes queer et les questions de gentrification. Donc c'est éminemment actuel pour nous, tu vois. Je veux dire, aujourd'hui, parler de gentrification, c'est un peu la moindre des choses dans les endroits où on se trouve, dans les grandes villes dans lesquelles on habite. Et qui aujourd'hui, Isabelle, poursuit la lignée d'émancipation, d'esthétique de l'émancipation, et qui se situerait, je sais que tu as certains articles dans ta galerie, mais est-ce que tu peux nous parler de leur pratique et de cette lignée qui se prolonge aujourd'hui? C'est quelque chose qui est en mouvement, qui est très dynamique. Bien sûr. C'est une lignée. Alors justement, moi, évidemment, le livre, il a été écrit aussi pas du tout dans un désert théorique, mais j'ai
j'essaie justement de l'inscrire dans une lignée aussi de pensée qui m'est très chère. Et donc, je l'ai écrit après que nous ayons traduit le livre de Renate Lorenz qui s'appelle Art Queer. Renate Lorenz, donc, elle est théoricienne, mais elle est aussi artiste hein, au sein d'un duo qu'elle forme avec Pauline Boudry. Et donc, ce sont des artistes que je représente, que nous représentons chez Marcel Alix. Et Pauline et Renate, en fait, dans leur travail, elles ont à la fois Renate dans son travail théorique, mais aussi toutes les deux dans leur travail artistique, elles ont toujours comme ça visé à nommer des lignées, donc à faire référence à des artistes du passé, à des figures historiques qui leur permettaient de penser le présent. Donc, par exemple, elles ont fait plusieurs films, Toxiques et Opaques, autour de la figure de Jean Genet, avec des textes de Jean Genet, par exemple. Donc, comment, ce que dit Jean Genet sur l'ennemi déclaré, aujourd'hui nous sert, en fait, pour penser, je sais pas, la politique des États-Unis en Irak, tu vois. Mais je veux dire, c'est de ce niveau-là aussi de réflexion. C'est-à-dire qu'elle ne considère pas que les questions de genre doivent rester dans une discussion sur les questions de genre. Et finalement, c'est ça que j'essaie de dire au début aussi sur le rapport entre universaliste et universel. C'est que certaines personnes s'accaparent l'universel, mais de nos points de vue qui ont été relégués dans la marge, au contraire, nous pouvons aussi aller dire, ben, en fait, ces points de vue sont tout aussi valables pour vous parler d'universel, et c'est tout à fait ce que dit Donna Haraway, plutôt que cette pensée de survol qui n'existe pas, qui se présente comme neutre. Donc Pauline et Renate, pour moi, sont des artistes donc qui ont aussi travaillé avec d'autres artistes queer, comme Sharon Hayes, qui figure dans certains de leurs films. Renate Lorenz, elle a parlé du travail de Zoé Léonard dans ses livres. Donc il y a, tu vois, il y a tout un groupe là de gens qui se connaissent, qui se fréquentent et qui finalement avancent ensemble dans ce travail de réflexion sur l'art queer, en fait. C'est quelque chose que je dis souvent quand je vais intervenir dans les écoles d'art, c'est que c'est pas parce que on s'identifie comme queer qu'on fait de l'art queer, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, moi j'ai vraiment dans le livre essayé de détacher la question queer des questions d'identité, en fait. Parce que moi je crois que les questions queer, elles concernent tout le monde, en vrai. C'est là où je les crois très universelles. C'est que si on s'y intéresse pas en disant ah bah ça ne concerne que les gens qui vont dans les bordels homosexuels, je pense qu'on a rien compris, parce qu'on doit se poser la question aussi de qu'est-ce que c'est notre sexualité à nous, et qu'est-ce que c'est que notre rapport à la sexualité, et comment on remet ça en jeu. Et je pense que dans l'art, ne pas en parler, c'est aussi un problème. Je dis pas qu'il faut parler que de ça, mais je pense que le fait qu'on tourne des fois un œil un peu aveugle sur ces questions-là est un vrai questionnement. Donc Pauline et Renate, elles, ont une façon absolument, enfin, moi je trouve très, très fine, d'aller remettre sans arrêt, d'aller relier sans arrêt des questions historiques, des questions d'actualité, et des questions qui concernent les questions queer. Mais je pense aussi à un artiste comme Paul Maeke, parce que je ne veux pas parler que des artistes de la galerie. Paul Maeke, qui est un artiste qui habite à Londres, français, qui lui crée des performances dans lesquelles en fait il est aussi tout à fait conscient d'une lignée de personnes dans lesquelles il s'inclut. Qui ça peut aller de Michael Jackson à des artistes de la performance comme Bruce Nauman. Il a fait performer par de nombreuses femmes, donc on comprend très bien que il fonctionne dans un rapport assez fluide à travers le genre. Et en tout cas, si tu veux, je parlais de Paul Maeke aussi et de Pauline et Renate parce que je crois que chez ces artistes, il y a une volonté historique aussi. C'est-à-dire, il y a une vision historique non pas de comment eux se placent dans l'histoire de l'art, mais comment les histoires de l'art sont aussi, ou les histoires de la musique, ou les histoires pop, sont des boîtes à outils qui nous permettent de nourrir notre pensée au présent et pour eux et elles, leur pratique artistique. Donc, si tu veux, encore une fois, c'est pas tant donc la question que ils sont ou elles sont queer, mais plus comment ils arrivent à tordre les chronologies imposées
à tordre les narrations qui nous sont toutes données pour créer leur propre narration, leur propre divagation dans dans ces zones-là. Isabelle, il nous reste 1 minute 8 parce que tu sais que sur Instagram direct, on a le droit qu'à 1 heure. Donc, je voulais te remercier et remercier tous nos regardeurs et d'avoir été patients pendant ces débuts qui ont été quand même complexes. Et puis, je vous donne rendez-vous pour jeudi prochain à 17 h, même heure, et avec Thomas Lévillane, qui lui est un peintre, qui pose justement la problématique de l'artiste dans l'atelier, même s'il est cinéaste et aussi critique d'art. Et ce que je voulais dire, c'est que je voulais rappeler, pour une esthétique de l'émancipation, l'ouvrage d'Isabelle Alfonsi qu'il faut absolument lire. Et d'autre part, c'est ce que je peux vous dire aussi sur les 27 secondes qui nous restent, c'est que